Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars qui arrive à peu près dans les temps. Je m'excuse encore une fois si je parle du nez mais je suis encore un tout petit peu malade donc veuillez m'excuser pour cela. Au mois de mars j'ai commencé 9 nouvelles séries dont 2 one-shots et une série qui n'est pas une nouveauté du mois de mars. Je commence d'ailleurs en vous présentant celle-ci, il s'agit de Björk Trinity de Oh Great et Otalo Magilo publié chez Kazemanga. Ce seinen est toujours en cours au Japon avec déjà 6 tomes de parus et le tome 6 est prévu en France pour le 26 août. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, je me suis également procuré les tomes 2 à 5 de la série. Comme vous pouvez le voir avec mon petit marque-page, j'ai à peine entamé ma lecture du tome 1 il y a quelques jours de cela. Je n'ai donc pas du tout d'avis arrêté à propos de Björk Trinity. J'en avais déjà parlé dans une vidéo extrême manga, j'achète ou pas, et je vous avais dit que non, je n'achèterai pas la série. De par le fait que le synopsis ne m'intéressait pas tant que cela, je vous mettrai, bon comme d'habitude, les liens pour aller voir les fiches des mangas sur Manga News. Si vous voulez un synopsis complet et peut-être une chronique supplémentaire pour vous donner un avis plus précis sur la série. Mais ce qui m'a réellement fait craquer, c'est tout simplement les dessins de Oh Great. Donc Oh Great, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, il s'agit du dessinateur de Enfer et Paradis et Ergir. Bon, encore une fois, j'ai à peine entamé la série, donc je ne peux pas vous dire si niveau scénario, ça envoie vraiment du pâté. La série commence bien, il y a pas mal d'action, il y a de l'humour, il y a du fanservice, mais bon... Ça, j'ai envie de vous dire avec Oh Great, c'est ce qu'on cherche un petit peu. Voilà, le gars est connu pour pas faire des nanas avec des cols roulés. Donc, si d'un seul coup il faisait un manga avec des nanas absolument pas sexy, avec des voilà où il y a aucun fan service, on se demanderait mais où est passé l'auteur pour de bon. Donc voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Je n'ai donc vraiment pas d'avis à vous donner à son sujet. Est-ce qu'il faut ou pas commencer la série? J'en parlerai très probablement quand le tome 6 sera sorti au mois d'août. Soit je vous parlerai juste du tome 6, soit je vous ferai carrément une chronique sur les 6 premiers tomes de la série si cela vous intéresse. J'enchaîne avec l'une des premières nouveautés du mois de mars. Il s'agit de Revenge Classroom de Yamazaki Karazu et Kaname Liu. C'est publié chez Doki Doki. Shonen de genre suspense thriller, toujours en cours au Japon avec déjà 4 tomes de parus. Le tome 2 est prévu en France pour le 7 mai et le tome 3 pour le 1er juillet. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai dans la barre d'infos un extrait gratuit en ligne si vous voulez avoir un avis un peu plus précis de ce tome 1. Niveau synopsis, je vous le fais assez rapidement. Il s'agit d'une collégienne qui subit des brimades assez graves de la part de ses camarades de classe et un jour ça va aller beaucoup trop loin et elle va décider de se venger. Alors non, je vous arrête de suite, il ne s'agit pas d'un massacre d'élèves comme on a pu le voir dans différents mangas un petit peu survival game ou horreur. Ce n'est vraiment pas le cas, elle, ça va être plutôt de la vengeance malsaine, méchante, mais elle ne va tuer personne jusque-là. Vous vous demandez peut-être de quel genre de vengeance il s'agit s'il ne s'agit pas de massacrer ses camarades. Je prends un exemple tout bête. Il y a par exemple le gars ultra populaire, ultra sûr de lui, qui ne compte que sur son apparence, sur son côté, voilà, qui plaît aux filles, tout ça. Et elle va vouloir se venger de lui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui détruire sa réputation, en faire le gars le plus haïssable au monde, jusqu'à ce que sa vie devienne totalement un enfer. Voilà, c'est tout simplement ça. Elle va faire ça avec beaucoup de gens, jusqu'à se rendre compte qu'elle s'en prend parfois aux mauvaises personnes, qu'elle va faire du mal à des personnes qui ne méritent vraiment pas cela. Et elle va commencer à se poser des questions sur est-ce qu'il faudrait pas arrêter cette foutue vengeance, est-ce que c'est pas déjà allé beaucoup trop loin. Niveau Chara Design, j'aime beaucoup, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard mais c'est quand même assez sympathique. On peut voir que l'héroïne est assez barrée dans sa tête, voilà, c'est la fille qui a vraiment trop subi depuis trop longtemps et qui a un craquage total et qui décide que vraiment là, c'en est trop. Pour vous donner un avis à propos de ce tome 1, un tome 1 qui pose bien les bases de l'histoire, qui se lit assez facilement. On s'attache assez vite à certains personnages, je ne dirais pas au personnage de l'héroïne, parce que voilà, comme on voit comment elle va finir par tourner, on n'a pas spécialement envie d'être de son côté. En somme, il ne s'agit pas d'un coup de cœur, ce n'est pas non plus une déception, je lirai la suite et je vous présenterai les prochains tomes dans des updates lecture. J'enchaîne avec l'un de mes gros coups de cœur du mois de mars, il s'agit du one-shot Les Deux Van Gogh de Ozumi, publié chez Glénat. Donc c'est un josei qui au Japon est publié en 2 tomes, mais en France on l'a en un seul double volume. Ce josei est de genre historique tranche de vie et comme vous en doutez avec le titre, on va nous parler de Vincent et Théodore Van Gogh. Donc Vincent Van Gogh, ça vous parle très probablement car c'est un peintre tout de même assez connu, mais on connaît beaucoup moins son frère Théodore qui a pourtant participé à sa renommée. Donc là c'est vraiment du manga tranche de vie qui va nous montrer l'évolution de Vincent Van Gogh, mais ce n'est pas lui qui est au premier plan du manga, c'est son frère Théodore qui est plus dans l'ombre de l'histoire. Et on va découvrir un petit peu qui était ce personnage assez charismatique, plus charismatique que son frère finalement. Donc je vous montre la couverture qui est vraiment magnifique. Donc là, sur la première de couverture, vous avez Théodore Van Gogh.
Et vous avez Vincent sur la 4e de couverture. Donc là je vous montre à l'intérieur Vincent Van Gogh et Théodore Van Gogh. Ce one-shot est vendu au prix de 10,75 €, ce qui n'est vraiment pas cher quand on sait qu'à la base il y a 2 volumes au Japon et que là on en a un seul. Et surtout, voilà, vous pouvez voir que le manga est tout de même assez épais et niveau édition, c'est vraiment du très beau travail. Je vous montre ce que ça donne niveau dessin, rien que les couvertures m'avaient convaincu d'acheter le manga avant même de me pencher sur le scénario. Mais bon, je savais que ça allait parler d'art. De manière générale, l'histoire se passe à Paris. Bref, il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient déjà, rien que de ce que j'avais entendu parler du manga. Donc c'est vraiment un one shot que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Je sais qu'il n'y a pas eu énormément de pub qui a été faite à son sujet et Dieu sait si pourtant ce titre le mérite. Donc voilà, si vous cherchez, si vous êtes fan d'art de manière générale, de peinture, d'histoire, c'est vraiment un titre qui pourrait vous intéresser car il y a vraiment cette part historique qui est très importante. On connaît tous plus ou moins l'histoire de Vincent Van Gogh, voilà, le peintre qui s'est tranché l'oreille. Il y a un petit peu une théorie qui est expliquée à propos de cette oreille tranchée dans ce manga. Je ne sais vraiment pas si l'histoire qui est racontée a quelque chose de réel. Voilà, je ne sais vraiment pas si c'est de la fiction pure et simple ou s'il y a un tout petit peu d'historique dedans. Voilà, je ne me suis pas penchée sur le sujet, mais en tout cas c'est très bien foutu et c'est vraiment un très bon one shot que je vous recommande chaudement si vous êtes passé à côté ou si vous hésitez à le commencer. Je reste dans les mangas historiques avec le tome 1 de Innocent de Shinichi Sakamoto, c'est publié chez Delcourt. Donc il s'agit d'un seinen toujours en cours au Japon avec déjà 8 tomes de parus. Le tome 2 est prévu en France pour le 6 mai et le tome 3 pour le 1er juillet. Rien que la couverture m'avait totalement conquise. Voilà, j'avais vu quelques planches et les autres couvertures déjà sorties au Japon. Ça m'avait déjà totalement pire que convaincu qu'il fallait que je me plonge dans ce manga. Je vous montre vraiment ce que ça donne niveau dessin. Voilà, c'est vraiment magnifique au niveau des détails, de la finesse des traits. Voilà ce que ça donne. Vous l'aurez peut-être compris avec le bandeau publicitaire, ce manga va nous parler de Charles-Henri Sanson qui est l'un des plus grands bourreaux de la Révolution française, en gros celui qui va exécuter le plus de monde. Vous vous en doutez, si on parle de bourreau, on va parler d'une histoire assez sombre et c'est vraiment le cas. Ce personnage n'a vraiment pas envie d'embrasser la carrière de bourreau, mais le problème c'est que dans sa famille on est bourreau de père en fils et il est contraint et forcé de devenir à son tour bourreau. Donc je vous montre la page couleur au tout début du tome qui est vraiment magnifique. Un des plus gros points forts de ce manga, vous l'aurez compris, c'est ces dessins qui sont juste sublimes. Alors après, est-ce que niveau historique, c'est bien respecté par rapport à l'histoire de France? Ça, je ne saurais pas vraiment le dire. Voilà, Charles-Henri Sanson a réellement existé, ça c'est sûr. Après, est-ce que tout s'est passé comme c'est décrit dans le manga? Bon, voilà, faut bien se dire c'est une grosse fiction derrière. Mais c'est très bien décrit, c'est très bien fait parce qu'on y croit vraiment, on est très immergé dans l'histoire. C'est vraiment un manga bouleversant dans le sens où ce personnage principal qui, on le sait déjà dès le départ, deviendra l'un des plus grands bourreaux de l'histoire de France. C'est vraiment pas le gars qui a envie de ça, c'est vraiment le type qui a le cœur sur la main et qui aimerait d'une toute autre vie, d'une vie plus simple et qui va se retrouver rejeté des autres de par le fait qu'il est bourreau, que son père est bourreau, tout ça. C'est vraiment, ils sont en marge de la société. Si vous cherchez un titre historique vraiment poignant avec un personnage très attachant pour le coup, même si voilà, c'est un bourreau, on n'est pas censé s'attacher au bourreau, c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous êtes passé à côté. Je continue avec le tome 1 de Cross-Holy Cray de Clamp publié chez Pika. Donc la série est toujours en cours au Japon avec déjà 3 tomes de parus. Le tome 2 est prévu en France pour le 6 mai et le tome 3 pour le 1er juillet. Comment vous dire que c'était pire qu'une évidence que ce titre allait finir dans ma mangatech étant donné que Cross-Holy est l'un de mes clamps préférés. Donc Cross-Holy Cray, je ne sais pas si on peut parler de suite ou de préquel. Mais si vous n'avez pas lu Cross-Holy, vous pouvez comprendre Cross-Holy Cray. Voilà, je préfère prévenir. Alors bien évidemment, si vous avez lu Cross-Holy, mais que vous vous dites, oula, mais ça fait super loin, je me rappelle plus trop comment ça se termine, tout ça. Vous avez juste à vous rappeler qui est Yuko, donc la sorcière des dimensions, qui est Watanuki, et qui est Domeki. Voilà, alors après on a aussi un autre personnage qui revient de Cross-Holy, mais c'est vraiment ces 3 personnages-là, les 3 personnages principaux, qu'on va retrouver dans Cross-Holy Cray.
Et qu'est-ce qui va se passer dans ce tome 1? C'est tout simplement une histoire comme on avait l'habitude de les retrouver dans Crossolik, c'est-à-dire une femme qui va se retrouver devant la boutique de Yuko, et on sait très bien que quand quelqu'un se retrouve devant sa boutique, c'est qu'il a un vœu à formuler. Voilà, les gens ne se retrouvent pas là par hasard. Et pendant tout le tome, ça va être essayer de comprendre pourquoi cette femme revient régulièrement à la boutique. Qu'est-ce qui la hante, entre guillemets, qu'est-ce qui la pousse à se trouver devant la boutique. Bon, Yuko, elle est toujours un petit peu en retrait, voilà, c'est vraiment, elle va agir à la toute fin. Et c'est Watanuki qui va s'interroger pendant tout le tome, mais pourquoi cette femme vient, c'est quoi son problème? Donc un très très bon tome, on se replonge vraiment dans l'univers de Crossolik, ça fait vraiment super plaisir, car c'est vraiment encore une fois un manga que j'ai beaucoup apprécié. Donc je vous montre ce que ça donne côté édition, parce que tout comme les tomes de Crossolik qui sont en cours de réédition, d'ailleurs, vu que Crossolik Ray vient de sortir, les tomes sont vraiment de toute beauté. Donc je vous montre la couverture. Vous avez les tranches qui, comme les tranches de Crossolik, sont de couleur. Des pages couleurs en papier glacé au tout début du tome qui sont vraiment très très jolies. Enfin, c'est du Clamp et c'est en plus pour moi l'une des plus belles œuvres de Clamp. Ce manga est vendu au prix de 9,10 €. Alors oui, c'est un tout petit peu cher, sachant que le tome se lit juste ultra vite. Mais vraiment, c'est un achat que je ne regrette pas et que je vous conseille vivement si vous êtes fan de Clamp. Si vous avez envie de découvrir Clamp, même si vous ne connaissez pas Crossolik, ce n'est pas très compliqué, je dirais, de rentrer dans l'histoire, étant donné que voilà, on n'est pas vraiment sur les personnages de Yuko, Watanuki et Domeki. Si vous ne vous rappelez pas qui sont ces personnages, ou si vous ne connaissez pas encore ces personnages, ça ne sera pas vraiment dérangeant, même si vous ne comprendrez peut-être pas certains petits trucs. Voilà pourquoi Domeki et Watanuki sont un petit peu en guerre l'un contre l'autre. À part cela, je pense que vous pouvez très facilement comprendre ce premier tome de Crossolik Ray, et c'est vraiment une lecture de Clamp que je vous recommande. J'enchaîne avec ce qui a été l'une de mes plus grosses déceptions de ce mois de mars. Il s'agit des deux premiers tomes de Atagul, La forêt des chats de Hiroshi Masumura. C'est publié chez Clair de Lune. Donc ce seinen est terminé au Japon en 18 tomes, et les tomes 3 et 4 sont prévus, il me semble, pour le mois de mai. Alors pourquoi je n'ai pas noté la date exacte? Tout simplement parce que je vais m'arrêter à ces deux premiers tomes et je n'irai vraiment pas plus loin. Je serai complètement incapable de vous parler de l'histoire, étant donné déjà que ce tome 2, on va l'oublier, je ne l'ai pas lu. Et le tome 1, j'ai dû le reprendre au moins 3-4 fois et je n'en arrive toujours pas à bout. Tout simplement, je ne sais pas s'il s'agit d'un problème d'édition ou si c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre l'histoire, l'action, comment ça se lit, qu'est-ce qui se passe, où on est, qui que quoi. Je ne sais pas vraiment si c'est un problème au niveau du scénario, comment le mangaka a réalisé ses planches, comment ça se lit, ou si c'est l'édition qui encore une fois a fait de la merde. Parce que Clair de Lune, vraiment c'est une maison d'édition comme Panini avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, de par le fait déjà que niveau respecter les dates, c'est pas tout à fait ça, niveau respecter un travail d'édition de bonne qualité, c'est pas tout à fait ça non plus. Ces tomes là sont vendus au prix de 7,95 €, ce qui est tout de même assez cher, alors qu'à l'intérieur vous avez rien de foufou, vous avez aucune page couleur. Les dessins sont très sympas, par contre c'est vraiment ça qui m'a fait craquer pour Atagul, c'est vraiment ces dessins, le fait que ça parlait de chat aussi, enfin voilà, j'aime beaucoup les animaux. Je serais incapable de vous dire de quoi ça parle. Ça a l'air de se passer dans un monde qui est dans les nuages, ça se passe la nuit. Voilà, il y a des chats, des espèces d'humains, on ne sait pas trop ce que c'est, enfin, je vous montre un petit peu le début. Mais vous dire qui est qui fait quoi, dans quel but, mais c'est une excellente question. Si quelqu'un a la réponse à cette interrogation, mais qu'il la dise en commentaire. Donc vraiment, c'est pas un titre que je vous recommande, je ne sais vraiment pas. Encore une fois, si c'est un problème, voilà, si je n'ai vraiment rien compris à l'histoire, s'il faut juste s'accrocher aux premières pages et continuer. Mais j'ai vraiment pas envie de recommencer à lire le manga pour essayer de comprendre un tant soit peu le début de l'histoire et de continuer avec le tome 2. Donc j'arrête les frais, voilà, j'ai vraiment acheté les deux premiers tomes parce que les couvertures étaient sublimes, parce que j'avais feuilleté un petit peu au niveau dessin, ça me donnait vraiment envie. Mais niveau synopsis, ça ne suit vraiment pas et voilà, j'ai pas envie d'acheter 18 tomes si ce n'est pour ne rien comprendre à l'histoire. Donc voilà, un titre que je ne recommande vraiment pas et ma plus grosse déception du mois de mars. J'enchaîne avec un titre qui est également une petite déception. Il s'agit du premier tome de Kill la Kill de Ryo Akizuki, Trigger et Kazuki Nakashima. C'est publié chez Kana. Donc la série
serait terminé en 3 tomes. J'ai un gros doute, est-ce que c'est toujours en cours, est-ce que c'est terminé, mais apparemment ça serait terminé en 3 tomes. Et le tome 2 serait prévu pour le 3 juillet. Kill la Kill, j'en avais beaucoup entendu parler, surtout de l'anime. Et voilà, il y avait tellement d'échos sur la toile, je me suis dit bon, pourquoi pas, les tomes sont pas chers, voilà, c'est du Kana, c'est du 6,85 €. Et il y avait vraiment pas beaucoup de tomes au Japon, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais j'ai eu là encore beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai pas du tout accroché à l'humour, voilà, c'est un humour qui m'a vraiment pas fait rire un tant soit peu. J'ai surtout eu beaucoup de mal à comprendre voilà, tout le début du manga, que j'ai dû relire une deuxième fois pour vraiment comprendre, même si j'avais lu le synopsis, comprendre de quoi ça parle. Et surtout j'ai eu un gros problème en fait avec les graphismes. J'ai eu un gros souci avec les graphismes qui m'ont de suite fait penser à Dofus. Alors je sais, ça n'a strictement aucun rapport, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des graphismes, tout ce que vous voulez. Mais voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ce genre de manga, et enfin ce genre d'œuvre, et ça ne m'a vraiment pas emballé. Je dois avouer que par la suite, plus l'histoire est développée entre guillemets, plus je me suis finalement attachée au personnage et à l'histoire en elle-même. Mais ça n'a pas été non plus le gros coup de cœur de foufou. Peut-être que l'anime est beaucoup mieux que le manga, ça je ne le sais pas. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai dans la barre d'infos un extrait gratuit de ce tome 1 si vous voulez vous faire une petite idée des dessins et du début du manga, même si vraiment je pense qu'il ne faut pas s'arrêter aux toutes premières pages, parce que les 2 premières pages, comment vous dire, ça rentre directement dans l'action. On ne sait pas trop où ça se passe, ni qui est qui, on est plongé direct dans l'action. Des fois, ce genre de début de manga est très efficace, mais dans le cas de Kill la Kill, ça m'a totalement perdu dès le départ. Heureusement, par la suite, voilà, certains points sont un peu plus développés. Ça vole pas très haut niveau scénario, autant vous dire, on est plus sur le côté fun, lecture très légère et tout. Mais bon, après tout, c'est un premier tome qui est assez efficace au final. Voilà, faut vraiment le lire jusqu'au bout pour se dire, bon, finalement c'est vrai, ça donne envie de lire la suite. Mais si vraiment je m'étais arrêtée aux premières pages, je pense que je ne vous le conseillerais pas à l'heure d'aujourd'hui. Avant-dernière sortie de ce mois de mars, il s'agit du premier tome de Double Jeu de Reiko Momoshi, publié chez Akata. Donc ce shoujo est terminé au Japon en 5 tomes. Le tome 2 est prévu en France pour le 14 mai et le tome 3 est prévu pour début juillet. Donc Reiko Momoshi, je vous en ai parlé il y a quelques mois de cela, il s'agit de l'auteur de Daisy, lycéenne à Fukushima, et c'est sans hésiter que je me suis procuré le premier tome de Double Jeu, qui est donc sa nouvelle série. Et comment vous dire que ça a été un gros coup de cœur. Donc je vous raconte très vite l'histoire, parce que si je rentre dans les détails, ça va vous spoiler très vite ce qui va se passer. C'est l'histoire de 2 sœurs jumelles qui sont à l'opposé l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est très calme, très aimée de ses parents, voilà, la petite fille modèle, très appréciable. Et à côté, il y a celle qui est tout le contraire, qui rend la vie pas possible, qui n'en fait qu'à sa tête, etc. Et dès le début du manga, dès les premières pages, il se passe un drame. Mais le drame, horrible. Vous vous dites, bon, ça commence comme ça, ok, ça jette un froid total sur l'histoire, bon, soit. L'histoire continue un petit peu, on dit, bon, les personnages vont essayer de se remettre de ce drame, ce qui est vraiment pas facile. Quelques pages plus loin, second drame. Mais alors le drame que je ne voyais vraiment pas arriver dès le tome 1. Il s'agit d'un shoujo tranche de vie drame, et autant vous dire, l'auteur met fortement l'accent sur le côté dramatique de l'histoire. Les personnages ont mis plusieurs années à se remettre du tout premier drame qui arrive dans les toutes premières pages du manga. Voilà, ils commencent à peine à reconstruire leur vie, à sourire à nouveau, à avoir enfin voilà, envie de vivre tout simplement. Et là, second drame. Je veux dire, voilà, on est à peine, on n'a même pas terminé le tome 1 qu'on a déjà 2 drames vraiment horribles. Ce premier tome de Double Jeu m'a fortement fait penser à The End of the World, qui est un shoujo publié chez Panini, dont je vous avais parlé l'année dernière sur ma chaîne, mais en mieux. Voilà, parce que The End of the World, autant vous dire, déjà avec le côté édition Panini, on oublie, hein, je ne m'attarde même pas sur Panini, mais en plus, finalement, ça s'avérait assez décevant par la suite, alors que là, voilà, connaissant un petit peu le travail de l'auteur, et voyons surtout comment c'est parti, je pense que ça va partir sur quelque chose de très passionnant à suivre, avec beaucoup de suspense, et puis voilà, tout simplement le fait qu'on s'y attend pas à ces drames, qu'on s'attend pas à ce que ça aille aussi loin, aussi vite. Donc c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous êtes passé à côté, si vous hésitez à le commencer, si voilà, vous savez pas trop si ça vaut le coup ou pas, ça vaut clairement le détour. Garçon ou fille, voilà, si vous êtes un garçon et que vous vous dites j'ai peur qu'il y ait trop de romance, alors il y a un tout petit peu de romance, voilà, il faut tout de même le dire, il y a un tout petit peu de romance, mais c'est vraiment pas ça qui va vous marquer dans votre lecture, ça va être vraiment ces 2 très gros drames. Et rien que pour ça, c'est vraiment un manga que je vous recommande, parce que niveau émotion, c'est très riche en émotions.
C'est assez tristouné comme vous en doutez, mais voilà, c'est vraiment un titre que je vous recommande et c'est mon deuxième, troisième, je ne sais plus, coup de cœur du mois de mars. Je conclus niveau nouveauté du mois de mars avec un album jeunesse des éditions Nobinobi. Il s'agit du Kodomo, le mot qui arrêta le world. No. Et je conclus niveau nouveauté du mois de mars avec un album jeunesse des éditions Nobinobi. Il s'agit du Kodomo, le mot qui arrêta la guerre de Audrey Alway et Anne Lee. Je vous avais déjà présenté une œuvre de Anne Lee. Il s'agissait de la princesse au bol enchanté dont j'avais beaucoup apprécié les dessins. Et donc quand Nobinobi a annoncé l'arrivée dans son catalogue d'une autre œuvre de cette dessinatrice, c'est sans hésitation que je me la suis procurée. Vous vous demandez peut-être de quoi nous parle cet album jeunesse. Donc l'histoire prend place dans l'ère Edo au Japon où l'on va suivre deux frères. Donc le plus grand qui est amateur d'origami et le plus petit qui est amateur de calligraphie. Et un jour le plus grand va être envoyé à la guerre, voilà, une guerre qu'il n'a pas envie de faire. Mais il est obligé d'y participer et son petit frère a bien l'intention de combattre la guerre avec la force des mots. C'est un conte qui n'est pas très gai, comme on peut s'en douter, ça va parler de guerre et d'enfants qui veulent tout faire à leur manière pour éviter cette guerre. Niveau dessin, on est encore une fois sur quelque chose de très joli, donc voilà, sur des albums qui sont très chers chez Nobinobi puisque celui-ci est vendu au prix de 15,50 €, donc oui, c'est assez cher pour quelque chose où il n'y a pas énormément de texte à lire, mais comme vous pouvez le voir, on paye la qualité du papier, de l'édition et juste la beauté des dessins. Voilà ce que ça donne niveau dessin. J'espère qu'on verra bien avec la luminosité. Il ne s'agit pas de mon album préféré parmi tous les albums jeunesse que je vous ai déjà présentés, mais c'est néanmoins un très bon album que je vous recommande si vous hésitez à l'acheter, de par la beauté de ses dessins, la beauté de son histoire, même si il faut bien savoir qu'on est dans un conte pour enfants, donc il ne faut pas vraiment chercher quelque chose qui casse trois pattes à un canard. J'en ai terminé avec les nouveautés du mois de mars. Je passe à présent aux fins de série qu'il y a eu pour ma part, et il y en a eu 3. Je vais passer très rapidement sur ces deux-là, étant donné que je ne les ai pas lus, que je ne suis absolument pas à jour niveau lecture, et donc ça serait très difficile de vous donner un avis à propos de ces deux séries. Donc tout d'abord, il y a eu la fin de la série No Longer Heroine de Momoko Koda, c'est publié chez Delcourt. Ce shoujo vient de s'achever avec son 10e tome. Je peux juste vous dire qu'il s'agit d'une série dans la lignée de Switch Girl, avec une anti-héroïne, donc de ce côté-là, c'est peut-être un manga qui pourrait vous plaire si vous avez apprécié Switch Girl. Niveau dessin, on est dans un shoujo, tout ce qu'il y a de plus classique, ce n'est vraiment pas, je pense, le gros point fort de ce manga. On va plutôt parler d'un manga avec énormément d'humour et d'émotion. Voilà encore un petit peu ce que ça donne niveau dessin. Je pense qu'il s'agira de l'une des prochaines séries que je lirai quand voilà, j'aurai un petit peu de temps et que je pourrai lire une série dans son intégralité. Ensuite, il y a eu la fin de Secret Service, maison de Ayakashi de Kokoa Fujiwara, c'est publié chez Kurokawa. Donc ce shonen vient de s'achever avec son 11e tome, 11e volume franchement épais avec une très belle couverture. Donc là, il y a un anime pour ceux que ça intéresse, qui ne seraient pas intéressés par le manga papier, qui seraient plus fans d'un anime. Pour vous dire très brièvement quel genre ça peut être, si vous aimez Black Butler, ça peut être un titre qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, là j'avais vraiment arrêté ma lecture dans les premiers tomes de la série, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que les critiques sont franchement bonnes à son sujet. Et je conclus avec la seule fin de série que j'ai lue en ce mois de mars. Il s'agit du second tome de Pandemonium de Sho Shibamoto, c'est publié chez Kiyun dans leur collection Latitude. Donc je vous avais parlé du tome 1 dans un What's New, il me semble, du mois d'octobre 2014. Je vous avais dit que j'avais beaucoup apprécié le tome 1, mais que ça n'avait pas été un gros coup de cœur du simple fait que j'avais trouvé le manga assez lugubre et assez sombre finalement. Donc c'est un univers qui se veut un petit peu à la Tim Burton, avec des couleurs vraiment sublimes. Donc ce volume est vendu au prix de 15 €, mais côté édition ça les vaut très largement. Puis bon, un tome tout en couleur comme ceci, c'est vraiment magnifique. Petit point faible, je dirais, avec cette édition, du moins avec cette série, c'est l'odeur de l'encre qui est juste une horreur. La fin de cette série est vraiment très convaincante. Le tome 1 nous laissait avec beaucoup de suspense et un certain drame dans les dernières pages. On enchaîne directement avec ce tome 2 et la résolution de l'histoire. Voilà, on en sait un petit peu plus sur l'identité de notre personnage principal, sur sa fiancée. Donc l'histoire s'achève de manière très sympathique, c'est toujours assez glauque, je dirais. Mais bon voilà, niveau dessin c'est magnifique, c'est un univers très particulier. C'est un titre que je vous recommande, achevé en 2 tomes. Bon certes c'est quand même 30 € pour les 2 volumes, c'est un tout petit peu cher. Mais voilà, ce sont de très beaux ouvrages.
Niveau illustration, ça envoie du lourd. Et côté scénario, c'est assez original, donc je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous. Ainsi s'achève ce book haul du mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez commencé au mois de mars, si vous avez commencé certaines de ces séries, si certaines d'entre elles vous intéressent ou pas du tout. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.